Le 17 juin 1972, en pleine campagne électorale américaine, 5 cambrioleurs sont pris en flagrant délit dans l'immeuble du Watergate. Ils étaient en train de poser des micros dans les bureaux du Parti démocrate. On découvre très vite qu'à leur tête, James McCord est un employé du comité pour la réélection du président Nixon. L'enquête révèle que 2 hommes ont organisé toute l'opération, Gordon Liddy et Howard Hunt. Tous 2 possèdent un bureau à la Maison-Blanche. Mais les poursuites s'arrêtent à ces 7 hommes, surnommés les plombiers. 2 journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, affirment pourtant que les vrais responsables se trouvent peut-être dans le bureau ovale. Mais John Mitchell, l'homme de confiance de Nixon, nie toute implication. Ni le président, ni personne de la Maison-Blanche, ni personne de l'administration, ni aucun employé du comité pour la réélection du président n'est impliqué. Tout cela n'entame pas la popularité de Richard Nixon en course pour un second mandat. Le 7 novembre 1972, il est réélu triomphalement avec 68% des voix, un des scores les plus élevés des présidentielles américaines. Pourtant, à peine élu, Nixon rencontre de nouvelles difficultés. Sur fond d'opposition à la guerre du Vietnam, l'affaire du Watergate ressurgit et révèle d'autres pratiques douteuses du gouvernement Nixon. Effraction, pourrissement de la campagne démocrate et coups bas contre les pacifistes. Nixon est même soupçonné d'avoir détourné des fonds publics. Les gens doivent savoir si leur président est un escroc. Eh bien, je ne suis pas un escroc. Malgré les dénégations du président, le Watergate atteint progressivement ses plus proches collaborateurs. John Mitchell, ancien ministre de la Justice, est le premier à quitter ses fonctions. Mais le 30 avril 1973, ce sont à la fois John Dean, conseiller de la Maison-Blanche, Bob Haldeman, chef de cabinet de la présidence, et John Ehrlichman qui démissionnent. Une seule question demeure, le président savait-il ? C'est par les médias que j'ai entendu parler pour la première fois du cambriolage du Watergate. J'ai été scandalisé par cet acte illégal et insensé. Nixon est de plus en plus soupçonné de freiner à la fois l'action des tribunaux et celle du procureur spécial en charge de l'affaire. Pour lever ces doutes, les parlementaires décident de créer leur propre commission d'enquête. Composée de 7 sénateurs, 4 démocrates et 3 républicains, elle dispose de pouvoirs spéciaux et peut convoquer toutes les personnes en relation avec l'affaire. Sam Ervin, le président de cette commission, est démocrate. Il est connu pour son attachement farouche à la défense des libertés individuelles. Howard Baker, le vice-président, est républicain. On pense qu'il défendra Nixon. Mais l'homme clé de cette commission n'est pas un sénateur. Samuel Dash est celui qui mène les interrogatoires préalables. Le 17 mai 1973, les auditions s'ouvrent pour un marathon de 6 mois et sont retransmises en direct sur les chaînes nationales 7 heures par jour. Dans la grande salle du Conseil, face aux sénateurs, de longues tables sont installées pour accueillir les journalistes. Au fond de la salle, le public se presse toujours plus nombreux. Tous les regards convergent vers la table des témoins, où vont se succéder jour après jour les hommes de Nixon. Ce deuxième épisode de la série pourrait s'appeler « Les pieds nickelés de l'espionnage ». Les cambrioleurs, pris la main dans le sac dans l'immeuble du Watergate au petit matin du 17 juin, n'ont pas l'apparence de ces malfrats qui s'introduisent parfois dans ce luxueux building de Washington pour y dérober quelques bijoux. Ils portent tous des costumes de marque dont les poches sont remplies de billets de 100 $. De bout en bout, ils ont multiplié les erreurs. Blocage de portes hasardeux, lumière trop visible, matériel électronique défectueux. C'est précisément cet amateurisme qui attire les soupçons à la fois du FBI et de la presse. Au moment de leur arrestation, les 5 hommes ont donné de faux noms. Mais l'enquête préliminaire révèle très vite la véritable identité de l'un d'entre eux, James McCord. Ce James McCord dont vous avez pu entendre le témoignage dans l'épisode précédent n'est pas n'importe qui, puisqu'il est le chef de la sécurité du comité pour la réélection du président Nixon. À 48 ans, il peut faire valoir 20 ans de bons et loyaux services pour le FBI et la CIA qu'il vient de quitter pour monter une agence de conseil en sécurité dans le Maryland. Certains à la CIA ont d'ailleurs regretté le départ de cet homme, connu à la fois pour son patriotisme, ses capacités d'interrogateur hors pair et aussi ses compétences en matière de surveillance électronique et d'écoute téléphonique. Mais James McCord n'est pas seul et les révélations ne font que commencer. On découvre que les 4 hommes d'origine cubaine qui l'accompagnaient dans l'immeuble du Watergate ont été à un moment ou à un autre des employés de l'agence. Celui qui apparaît comme leur chef, par exemple, il s'appelle Bernard Barker.
Sous le pseudonyme de Macho, il a participé à l'opération de la baie des Cochons en avril 61, une autre équipée désastreuse déjà, où les troupes de Cuba anticastristes, entraînées et armées par la CIA, s'étaient fait repousser à la mer. À 55 ans, cet homme connu dans les milieux républicains n'est plus un aventurier. Il réside à Miami, où il dirige une agence immobilière prospère. Eugenio Martinez est également réputé pour son anticastrisme. Il a dû fuir Cuba en laissant une usine, un hôpital et de nombreuses propriétés. Il est employé dans l'agence immobilière de Barker. Frank Sturgis a servi dans le corps des Marines après avoir fui Cuba et a ainsi acquis la citoyenneté américaine. Il a plusieurs fois servi d'homme de main à Barker pour des opérations clandestines. Virgilio González, enfin, est le seul des 5 cambrioleurs à n'avoir jamais travaillé avec la CIA. Sa présence dans l'équipe du Watergate cette nuit-là s'explique par son métier. Depuis qu'il a fui Cuba en 1959, il est serrurier à Miami. À ce stade de la procédure, une question domine toutes les autres. Qui a ordonné l'opération ? Durant leur interrogatoire, les 5 hommes refusent de donner les noms de leurs commanditaires. Mais ils ont commis une erreur fatale. L'un d'entre eux détient un carnet avec des initiales HH et un numéro de téléphone qui se révèle vite être celui d'un des bureaux de la Maison-Blanche. Ce bureau est occupé par un obscur conseiller spécial. Il s'appelle Howard Hunt. HH. Incroyable bévue là encore. Howard Hunt va être confondu par sa passion secrète. Lorsqu'il ne s'occupe pas d'affaires confidentielles, le conseiller écrit des romans d'espionnage. Or, les 5 faux noms donnés à la police par les cambrioleurs au moment de leur arrestation sont tous sortis des romans de Howard Hunt. Rapidement appréhendé, il avoue qu'il a organisé matériellement toute l'opération. Le témoignage de Howard Hunt constitue le cœur de notre épisode de Watergate Story d'aujourd'hui. Les sénateurs attendent beaucoup de cet homme qui semble décidé à ne pas plonger seul, alors que l'autre organisateur appréhendé, Gordon Liddy, se mure au contraire dans le silence. Avant lui, c'est le sergent Leeper, l'officier de police qui a mené l'arrestation des 5 cambrioleurs, qui décrit aux sénateurs l'opération menée dans la nuit du 17 juin 1972. Au-delà du séisme politique qu'elle va provoquer, l'affaire du Watergate vaut aussi pour ses circonstances rocambolesques. De ce point de vue, les 2 auditions qui suivent ont été de grands moments. Avez-vous bien reçu un appel vous demandant de vous rendre dans les environs de l'immeuble du Watergate à Washington au petit matin du 17 juin ou bien tard dans la nuit du 16 ? Oui, monsieur. Le sergent Leeper était le plus haut gradé de la voiture de police banalisée qui s'est déroutée vers l'immeuble du Watergate dans la nuit du 17 juin 1973. Il décrit au conseiller Dash la manière dont il a appréhendé presque par hasard d'étranges cambrioleurs aussi bien habillés qu'ils étaient maladroits. L'appel est arrivé vers 1h52 du matin le samedi 17. Je patrouillais avec le véhicule de police 727 en compagnie de l'agent John Barrett et de l'agent Carl Schoeffler. Où étiez-vous au moment de l'appel ? Nous étions à peu près au croisement de la 30e avenue et de l'avenue K. À quelle distance vous trouviez-vous de l'immeuble du Watergate ? À environ 1 minute et demie, 2 minutes. Pourriez-vous aller jusqu'au tableau, sergent ? Après l'appel, nous nous sommes garés à l'angle de l'avenue K et de la 30e avenue, devant l'immeuble du Watergate, à environ 20 mètres de l'entrée de l'immeuble. L'agent Barrett, l'agent Schoeffler et moi-même sommes descendus du véhicule, puis avons monté les marches jusqu'à l'entrée. Nous y avons rejoint le veilleur de nuit qui avait donné l'alarme. Connaissez-vous son nom ? Wills, Frank Wills. Continuez, sergent. Nous avons discuté avec lui dans l'entrée et il nous a indiqué qu'en faisant ses rondes, il s'était rendu compte une demi-heure plus tôt qu'il y avait du ruban adhésif sur une des portes du garage donnant sur le niveau B1. Pouvez-vous nous expliquer cette histoire de scotch ? Que voulez-vous dire ? Que voulait-il vous dire ou qu'avez-vous compris de cette histoire de scotch ? Au début, nous n'avons pas compris ce qu'il voulait dire.
Nous nous sommes effectivement déplacés à l'endroit où le scotch avait été trouvé et avons vu qu'effectivement il y avait un bout de ruban adhésif presque transparent sur la porte. Ainsi la porte a l'air fermée, mais le scotch retient le loquet et la porte ne ferme pas vraiment. Ce scotch était donc sur le côté de la porte. Oui, monsieur. Il retenait le loquet qui normalement ferme la porte Oui, monsieur. et l'empêchait donc de se fermer. Oui, monsieur. Avez-vous alors compris l'utilité de ce scotch? Il permettait d'entrer et de sortir sans avoir à utiliser de clé ou sans avoir à forcer la serrure. Donc, pour entrer sans avoir de clé, on était contraint de placer ce scotch sur le côté de la porte. Oui, c'est exact. D'accord. Avançons. Qu'avez-vous fait ensuite? Ensuite, nous avons trouvé du scotch sur une autre porte menant du garage à un réduit. Ce n'est pas sur le plan, enfin je veux dire le dessin. Puis sur une porte donnant de ce réduit à la cage d'escalier. Le veilleur de nuit et nous aussi savions, grâce au rapport de police, qu'il y avait déjà eu des tentatives de cambriolage au 8e et au 6e étage, et le veilleur nous a signalé que les tentatives d'effraction se multipliaient. Nous lui avons alors demandé de retourner à l'entrée, car nous pensions qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Le cambrioleur allait forcément redescendre, et nous avons donc envoyé le gardien à l'entrée, pendant que moi-même, l'agent Barrett et l'agent Schoeffler, nous montions au 8e étage par les escaliers. Nous avons vu qu'il y avait, comme en bas, le même scotch sur les portes du 8e qui mènent au bureau de la réserve fédérale. Au 7e étage, la porte qui donne sur la cage d'escalier était fermée à clé, et cette fois elle n'avait pas été touchée. Nous avons investi le 6e, et là encore, il y avait du scotch sur la porte. Puis j'ai crié à l'agent Barrett, qui était resté au 8e étage, de nous rejoindre. Lorsque vous utilisez le mot investir, sergent, voulez-vous dire que vous y êtes allé? Je suis remonté à mi-chemin du 7e étage, et j'ai appelé à nouveau Barrett. Je lui ai dit qu'il y avait une autre porte avec du scotch, et qu'il devait descendre en renfort. Nous sommes tous les trois entrés dans le bureau du 6e étage, c'est-à-dire le QG de campagne des démocrates. Nous avons vérifié tous les bureaux qui n'étaient pas verrouillés et dont les portes étaient parfois ouvertes, parfois fermées. Nous avons donc investi cette zone. Excusez-moi, sergent Lipper, mais y avait-il de la lumière ou pas? Y avait-il des lampes allumées? Oui, certains bureaux étaient déjà éclairés et nous avons allumé dans chaque pièce inspectée. Vous allumiez les lumières? Oui, puis nous les éteignions. Cette porte-ci était fermée à clé. Nous sommes repassés par ce couloir et avons commencé à inspecter ce côté. L'agent Schoeffler et moi-même sommes entrés dans ce bureau car la porte était tenue ouverte par une chaise, ce qui nous a fait penser que nous avions surpris quelqu'un qui s'était enfui sur le balcon. Nous sommes donc sortis sur le balcon et avons inspecté la terrasse. Qu'avez-vous fait ensuite? Avez-vous quitté la terrasse? Oui, nous sommes retournés dans le couloir où se trouvait l'agent Barrett et avons continué d'explorer les bureaux. Nous sommes rentrés dans cette pièce en passant par une porte vitrée. L'agent Barrett est entré en premier, je suivais, puis l'agent Schoeffler. L'agent Barrett s'est déplacé dans cette direction et j'ai commencé à regarder dans ce tout petit bureau. L'agent Schoeffler était par là. J'ai alors entendu l'agent Barrett crier « On ne bouge plus, sortez de là !» D'où venait la voix? De l'agent Barrett. Oui, mais de quel endroit? Juste ici. L'agent Barrett se tenait juste ici. Je suis passé de cette pièce à celle-là. J'ai sauté sur le bureau, sorti mon arme, et en regardant de l'autre côté de la vitre, j'ai vu 5 hommes qui se tenaient devant un autre bureau
levant les mains au-dessus de la tête ou des épaules. Et ils portaient des gants chirurgicaux bleus. Que faisait-il lorsque vous avez braqué vos armes sur eux? Certains de ces messieurs avaient tenté de retirer leurs gants, mais le caoutchouc leur collait aux doigts. Avez-vous remarqué un équipement ou des affaires spéciales à l'endroit où vous avez trouvé ces hommes? Oui, monsieur. L'un d'eux portait un grand sac en toile militaire, sombre, avec son manteau posé par-dessus. Le sac était rempli de matériel divers, appareils photo, lampes de flash, des pieds pour fixer les appareils photo sur les bureaux, des talkie-walkie et autres objets du même genre. Qu'avez-vous fait des hommes qui venaient d'être appréhendés? Nous leur avons ordonné de s'aligner face au mur, mains sur le mur, jambes écartées. Je leur ai dit qui nous étions et qu'ils étaient en état d'arrestation pour cambriolage. Je leur ai lu leurs droits, puis j'ai demandé à l'agent Barrett de procéder à une fouille systématique de chacun d'eux. Avez-vous noté quelque chose de spécial en arrêtant ces hommes? Leur tenue, peut-être? Ils étaient très bien habillés, monsieur, et étaient en costume cravate ou veston. Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. Sénateur Talmadge. Sergent Leeper, parlons du comportement des personnes que vous avez arrêtées. Semblaient-ils à l'aise, compétents, sûrs d'eux-mêmes? Oui, monsieur. Agissaient-ils comme s'ils savaient qu'on allait les sortir de là? Je dirais juste, sénateur, qu'ils étaient les 5 personnes les plus faciles qu'il m'ait été donné de capturer. Vous saviez donc, d'après leur attitude, la sophistication de leur équipement et leur tenue, que vous n'aviez pas affaire à des cambrioleurs ordinaires, n'est-ce pas? Oui, monsieur. La séance reprendra demain à 10h du matin. Merci beaucoup. Grâce à l'audition de Leeper, les sénateurs ont établi de manière précise le déroulement de la nuit du 17 juin. La recherche des commanditaires peut débuter. Au cours de votre témoignage devant la commission d'enquête sénatoriale sur la campagne présidentielle, jurez-vous devant Dieu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Howard Hunt a organisé matériellement l'opération du Watergate avec Gordon Liddy. Ils faisaient tous deux partie de l'équipe des plombiers de la Maison-Blanche, une unité spéciale créée par Charles Colson, un proche de Nixon, pour colmater les fuites d'informations sensibles. Au moment où il comparaît, Howard Hunt vient d'être condamné en première instance à 30 ans de prison. Il est décidé à ne pas porter seul le chapeau. Monsieur Hunt, avez-vous une déclaration à lire devant cette commission? Oui. Allez-y, s'il vous plaît. Monsieur le Président, messieurs les membres de la Commission, mon nom est Howard Hunt. Je suis aujourd'hui à votre disposition pour répondre aux questions portant sur l'enquête en cours. Pouvez-vous vous rapprocher du microphone, s'il vous plaît? On m'a dit que j'avais le droit de faire une déclaration préliminaire. J'ai décidé d'exercer ce droit. Je vais évoquer mes origines et ma carrière, mon rôle dans le cambriolage de l'immeuble du Watergate et ce qui m'est advenu depuis ce jour-là. Je suis né en 1918 à Hambourg. Mon père était juge et avocat, ma mère pianiste et femme au foyer. J'ai fait mes études en Floride et à New York. Et j'ai été diplômé de l'université Brown en 1940. 6 semaines plus tard, je me suis engagé dans l'armée. J'étais officier sur un contre-torpilleur du convoi de l'Atlantique Nord juste avant Pearl Harbor, lorsque j'ai été blessé et démobilisé. Je me suis ensuite engagé comme officier dans les services de renseignement de l'armée de l'air.
En 1944, je me suis engagé auprès de l'Organisation des services secrets, l'ancêtre de la CIA. J'ai été envoyé en Chine où j'ai participé aux luttes politiques jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. J'ai intégré la CIA en 1949 et je l'ai quittée le 1er mai 1970 avec 2 décorations pour services rendus auprès du Conseil national de sécurité. Durant mes 21 années de service à la CIA, je participais à des actions d'espionnage et de contre-espionnage. J'ai été formé à l'utilisation de matériel de surveillance électronique, à la photographie, à la contrefaçon de documents, et j'ai appris à pénétrer en secret dans des locaux gardés pour installer du matériel photographique et électronique. J'ai participé ou organisé de très nombreuses effractions, et je suis au courant de bien d'autres. Pour que ce soit clair pour tout le monde, j'étais un agent de renseignement, un espion du gouvernement des États-Unis. Comme on s'en doute, il est déjà arrivé qu'une de ces missions souterraines, commanditée par les États-Unis ou un autre pays, soit connue. C'est arrivé plus d'une fois. Lorsque de tels ratages ont lieu, l'opération est toujours systématiquement désavouée et étouffée. Habituellement, cela passe par une intervention officielle auprès des autorités judiciaires. Les honoraires des avocats, des agents du gouvernement sont payés. Les salaires et les pensions aux familles continuent d'être versés. L'ancien directeur de la CIA, Helms, a déjà fait part de la réalité de telles pratiques. Après avoir quitté la CIA, j'ai été employé par un organisme dont les dirigeants étaient en relation avec la CIA. Quelques mois après avoir rejoint cette nouvelle structure, j'ai été contacté par Charles W. Colson, alors conseiller spécial du président, qui me proposait de devenir consultant pour le bureau exécutif du président. M. Colson m'a clairement dit que la Maison-Blanche cherchait à s'attacher les services de quelqu'un ayant mes compétences en renseignement. À l'époque, j'avais compris que mon recrutement avait été approuvé par John Ehrlichman. Je sais maintenant que Bob Haldeman, lui aussi assistant du président des États-Unis, avait également donné son accord. J'ai effectué pour la Maison-Blanche le même type d'activité que pour la CIA jusqu'à la date du 17 juin 1972. J'ai fait partie d'une unité d'investigation spéciale connue par la suite sous le nom des plombiers, que le président avait créé pour s'occuper de questions de sécurité nationale qu'il ne souhaitait pas confier aux agences de renseignement habituelles. Je devais notamment trouver l'origine des fuites d'informations top secrètes. C'est au cours de l'une de ces enquêtes que nous avons pénétré dans le bureau du docteur Lewis Fielding, le psychiatre d'Ellsberg. Cette mission avait été autorisée par M. Eagle Krogh, l'assistant de John Ehrlichman. On croyait alors qu'Ellsberg ou ses associés fournissaient des informations confidentielles à l'Union soviétique. J'ai organisé l'opération sous la direction de Gordon Liddy, un avocat, ancien agent du FBI, également membre de l'unité des plombiers. Nous sommes entrés dans les bureaux de Fielding en septembre 1971. À la fin du mois de novembre, M. Liddy m'a appris que le ministre de la Justice, John Mitchell, souhaitait mettre en place un programme d'espionnage politique et de contre-espionnage de grande ampleur, dirigé par M. Liddy. M. Liddy et moi-même avons estimé un budget nécessaire à la réalisation des différentes activités prévues dans ce programme, connu par la suite sous le nom de Gemstone. J'avais cru comprendre que messieurs Jeb Stuart Magruder, ancien consultant de la Maison-Blanche, et John Dean, conseiller spécial du président, avaient donné leur accord. J'ai su ensuite que monsieur Charles Colson, assistant du président, avait également donné son accord.
Monsieur Liddy m'a informé en avril 1972 que nous nous occuperions de l'opération Watergate dans le cadre du programme Gemstone. Il m'a dit avoir eu des informations de sources gouvernementales, avais-je alors cru, selon lesquelles le gouvernement cubain finançait la campagne du Parti démocrate. Pour en savoir plus, une première visite nocturne du QG de campagne des démocrates a eu lieu le 27 mai 1972, puis une seconde le 17 juin. La seconde opération a été menée par un groupe dont 2 membres avaient déjà participé à la visite des bureaux de Fielding. J'ai ensuite été mis en examen pour ma présence dans les bureaux des démocrates. Après mon inculpation, et avant que je ne plaide coupable, la Cour a ordonné au gouvernement de lui remettre tout ce qui se trouvait dans mon coffre-fort à la Maison-Blanche, ainsi que d'autres pièces à conviction. Certains documents ont effectivement été présentés à la Cour, mais des documents importants avaient été retirés ou détruits. Sans eux, je savais que je ne pouvais pas étayer ma défense. D'autre part, ma femme s'est tuée dans un accident d'avion en décembre, et j'étais très déprimé et soucieux de pouvoir m'occuper au plus vite de mes enfants. C'est pourquoi je n'avais pas d'autre solution que de plaider coupable en espérant la clémence de la Cour. Mais au contraire, le 23 mars de cette année, la Cour m'a provisoirement condamné à plus de 30 ans de prison. La Cour a déclaré que ma condamnation finale dépendrait en fait de ma coopération avec elle et avec cette commission. Depuis ma condamnation, j'ai témoigné sous serment plus de 25 fois, souvent des heures d'affilée, parfois des jours entiers. J'ai répondu à des centaines de questions posées par un nombre infini d'enquêteurs, de procureurs, de jurés et de membres de cette commission. Je sais parfaitement qu'être soumis à un tel rythme d'interrogatoire est plus qu'exceptionnel et d'une légalité contestable. Pourtant, pressé par la Cour de coopérer de mon mieux, je n'ai pas contesté cette procédure. J'ai d'ailleurs répondu à toutes les questions qui m'étaient posées, y compris celles portant sur des conversations confidentielles avec mes avocats. Après mon procès, j'ai appris que des membres du gouvernement s'étaient rendus coupables d'obstruction à la justice. J'ai appris que des preuves ont été sciemment dissimulées et détruites et qu'on avait produit de faux témoignages et suborné des témoins devant le jury d'accusation du Watergate. Les méthodes illégales de ces membres du gouvernement ne me permettent pas de prouver que, petit a, ma participation dans l'opération du Watergate était autorisée par le président des États-Unis et que, petit b, même si ma participation n'était en fait pas autorisée par le président, j'avais toutes les raisons de penser que c'était le cas. On a dit que j'ai demandé la grâce présidentielle et de l'argent pour ma famille et ceux qui avaient participé au cambriolage du Watergate. Je n'ai jamais demandé cette grâce. Monsieur Liddy m'a dit que conformément à la procédure prévue dans de tels cas, des fonds spéciaux étaient disponibles. J'ai utilisé ces fonds, mais sans recourir au chantage. Maintenant, je suis sous le coup d'une sentence qui peut me garder en prison pour le reste de ma vie. Je suis incarcéré depuis 6 mois déjà. J'ai été placé en cellule d'isolement. J'ai été agressé et volé. J'ai eu une attaque cardiaque. J'ai été transféré à de multiples reprises, menotté et enchaîné. Je suis tenu à l'écart de mes 4 enfants qui ont perdu leur mère. Les fonds donnés à ceux qui ont participé au Watergate sont depuis bien longtemps épuisés. Je suis écrasé par le poids des dettes contractées pour assurer ma défense. Par-dessus tout, je suis atterré par l'attitude du gouvernement qui devrait nous protéger, moi et ma famille, comme il a toujours pris soin de ses agents secrets. Je voudrais conclure en insistant une nouvelle fois sur le fait qu'en pénétrant dans l'immeuble du Watergate, je pensais faire mon devoir. L'opération me semblait peu judicieuse, mais légale. J'espère que la Cour tiendra compte de mon point de vue, mais quelle que soit l'issue du jugement, je regrette d'avoir participé à cette affaire. Je pense que c'était un abus de pouvoir de la part de l'exécutif et je regrette de ne pas avoir eu la sagesse de me retirer.
En même temps, je ne peux m'empêcher de penser que le pays que j'ai servi toute ma vie et qui m'a intimé l'ordre d'organiser l'opération du Watergate est en train de me punir pour ce qu'il m'a appris et ordonné de faire. Monsieur le Président, Messieurs les membres de la Commission, je vous remercie de votre attention et de votre patience. Je vais vraiment tenter de répondre de mon mieux à vos questions. Votre déclaration nous a fourni suffisamment d'informations sur votre carrière et votre situation judiciaire présente. Je n'ai non plus de questions là-dessus. Avez-vous toujours la copie d'une note qui vous a été précédemment fournie par la Commission, que vous aviez adressée le 28 juillet 1971 à M. Colson et intitulée « Neutralisation de M. Ellsberg » ? Oui, je l'ai. Daniel Ellsberg est un ancien du Pentagone qui a volontairement transmis à la presse le rapport McNamara, dossier ultra sensible sur les agissements de l'armée américaine au Vietnam, dont la publication a contribué au retournement de l'opinion publique. L'équipe des plombiers est chargée de dresser un profil psychologique d'Ellsberg pour mieux le discréditer, et c'est déjà le tandem Hunt-Liddy qui va cambrioler le psychanalyste d'Ellsberg. En écrivant cette note, envisagiez-vous d'aller espionner ou de cambrioler les bureaux de M. Ellsberg ? Oui. La note parlait aussi de charger la CIA d'effectuer un profil psychologique de M. Ellsberg. Est-ce exact ? Oui, c'est juste. Quel était le but de ce profil psychologique, M. Hunt ? Un des problèmes de l'administration avec le cas Ellsberg, c'est que personne ne comprenait vraiment ce qui l'avait poussé à publier des documents si confidentiels et sensibles. Take possession of and publicize documents of the highest classification and sensitivity. Nous savions que certains de ces documents étaient passés d'une façon ou d'une autre en Union soviétique. Nous qui étions chargés par la Maison-Blanche de comprendre ses objectifs et sa façon de faire, n'avions pas compris un mot de ce qu'Ellsberg nous avait lui-même dit de ses propres motivations. C'est moi qui ai suggéré de sonder son inconscient par le biais d'une expertise psychologique menée à son insu. Nous ne savions pas du tout à quels oiseaux nous avions affaire. Est-il également exact que les informations obtenues grâce à ce profil psychologique ou au dossier médical de son analyste auraient pu être utilisées pour discréditer M. Ellsberg aux yeux de l'opinion publique ? Aurait pu ? Oui, monsieur. Aviez-vous dans ce cas prévu de divulguer les points diffamants à la presse ? Je vous répondrai que cela aurait dépendu de la nature des informations que nous aurions trouvées. Savez-vous si ce que vous préconisez dans cette note a été mis à exécution ? Pour toutes les propositions ? Oui, tout. Je sais qu'on rassemblait tout ce qui était publié sur Ellsberg. La CIA a été chargée d'une enquête psychologique secrète sur M. Ellsberg. La CIA, le FBI et peut-être le service de contre-espionnage devaient également coopérer de leur mieux avec le groupe des plombiers sur le cas Ellsberg. Le week-end de la fête du travail, vous vous êtes alors introduit dans le cabinet du Dr Fielding en compagnie de M. Liddy et de 3 Américains d'origine cubaine, messieurs Barker, Martinez et de Diego. Est-ce exact ? Oui, sauf que ni M. Liddy ni moi-même ne sommes entrés dans le cabinet du Dr Fielding.
Et aucun dossier sur M. Ellsberg n'a été trouvé, n'est-ce pas? Non, monsieur. Est-ce vous qui aviez recruté M. Barker, M. Martinez et M. Diego? Oui, monsieur. Enfin, pour être plus précis, j'avais obtenu la coopération de M. Barker, qui s'est chargé d'engager M. Martinez et de Diego. Comment connaissiez-vous M. Barker? M. Barker avait été mon assistant durant une opération menée pour la CIA, connue sous le nom de Baie des Cochons. Parlons de la Convention démocrate de Miami. Aviez-vous chargé M. Barker d'une mission particulière? Oui. Avec le début de la campagne de 72, sans pour autant quitter la Maison-Blanche, Howard Hunt se rapproche du comité pour la réélection du président dirigé par l'ancien ministre de la Justice John Mitchell. Il fomente les Dirty Tricks, ces mauvais tours visant à discréditer l'adversaire démocrate. Il devient aussi l'adjoint de Liddy au moment où ce dernier élabore les plans d'espionnage politique qui vont mener au Watergate. En quoi consistait-elle? La mission principale de M. Barker était de mettre en place autour de l'hôtel Miami Beach un réseau d'informateurs chargés de nous renseigner sur la campagne présidentielle, la convention et la stratégie des candidats démocrates. Devait-il également fournir un bateau équipé de matériel électronique de surveillance? Oui. Devait-il également recruter des jeunes gens peu fréquentables, des hippies, qui devaient se faire passer pour des partisans de McGovern? Oui. Qu'étaient-ils supposés faire? Un soir, ils étaient supposés manifester devant l'hôtel Doral et se comporter de façon à jeter le discrédit sur l'ensemble des vrais partisans de McGovern. Fin 1971, avez-vous su que M. Liddy était devenu conseiller spécial du comité de réélection du président Nixon? Oui. Monsieur Liddy vous a-t-il engagé pour que vous l'aidiez à monter un projet d'espionnage politique de grande envergure au service du comité de réélection du président? Oui. Quand était-ce? Excusez-moi, Monsieur Dash. Puis-je vous demander de répéter votre question portant sur mon recrutement? Quoi? Quelle question? La dernière? Mon client aimerait que la dernière question à laquelle il a répondu lui soit répétée, s'il vous plaît. Le greffier peut peut-être relire cette question. Monsieur Liddy vous a-t-il engagé pour que vous l'aidiez à monter un projet d'espionnage politique de grande envergure au service du comité de réélection du président? J'aimerais, si c'est possible, modifier ma réponse, Monsieur Dash. À la fin du mois de novembre 1971, M. Liddy m'a contacté pour me dire que M. John Mitchell, ministre de la Justice, demandait la mise en place d'un programme d'espionnage et de contre-espionnage de grande ampleur, et que lui, Gordon Liddy, allait en devenir le chef, et qu'il souhaitait s'assurer de ma coopération. Est-ce le projet qui a été connu ensuite sous le nom de Gemstone? Oui, monsieur. D'après ce que vous aviez compris de cette conversation avec M. Liddy, qui était à l'origine de la création de ce plan d'espionnage? J'avais compris que le projet avait été proposé ou exigé par le ministre de la Justice des États-Unis, M. Mitchell, et que messieurs John Dean, conseiller du président, et Jeb Stuart Magruder, consultant à la Maison-Blanche, avaient dirigé en personne ce projet. Avez-vous donc aidé M. Liddy à préparer la liste des activités et le budget du projet?
Effectivement, sauf pour tout ce qui concerne la surveillance électronique. Monsieur Hunt, je pense que vous avez participé au cambriolage du QG du comité de campagne des démocrates du Watergate le 27 mai 1972. Est-ce exact? Je ne sais pas si le mot « participer » convient. Vous ne vous y êtes pas introduit vous-même? Non, monsieur. J'ai participé à l'élaboration du projet. Avez-vous engagé M. Barker pour qu'il rappelle l'équipe des Cubains pour cette mission? Oui, monsieur. Devait-il aussi s'occuper de photographier les documents du Parti démocrate? Oui, monsieur. Est-il exact que vous ayez participé au second cambriolage du QG de comité de campagne des démocrates dans l'immeuble du Watergate le 17 juin 1972? Oui. Où étiez-vous lorsque l'équipe de l'immeuble a été arrêtée? Dans la chambre 214 du Watergate Hotel, qui est un autre immeuble. Qu'avez-vous fait dès que vous avez appris l'arrestation? J'ai fermé l'attaché case de McCord qui contenait de l'équipement électronique et M. Liddy et moi avons quitté les lieux. Je me suis rendu à la Maison-Blanche et j'ai caché l'attaché case de McCord dans mon coffre-fort. J'ai été... Non, en fait, j'ai appelé chez Douglas Caddy, qui est avocat. Qui est M. Caddy? Monsieur Douglas Caddy est avocat. Je lui ai demandé s'il pouvait me recevoir à une heure aussi matinale. Avez-vous retiré de l'argent du coffre-fort? Oui. Combien? 10 000 $. D'où venait cet argent? Monsieur Liddy m'avait donné cet argent en cas d'imprévu. En cas d'imprévu, vous voulez dire ce genre de problème? Oui, en cas de problème. Qu'avez-vous fait de cet argent? Je l'ai amené chez Monsieur Caddy et je lui ai donné pour qu'il assure la défense des 5 hommes qui venaient d'être arrêtés. Avez-vous bien regardé ce qui se trouvait alors dans votre coffre-fort? Non, pas à ce moment-là. Quand l'avez-vous fait? Excusez-moi. Je repose la question. Vous rappelez-vous être retourné dans votre bureau à la Maison-Blanche et avoir regardé le contenu de votre coffre-fort? Oui, monsieur. Vous vous rappelez bien que cela se passait aux alentours de juin 1972? Oui. Pouvez-vous nous dire rapidement ce qu'il y avait dans votre coffre-fort? Il y avait beaucoup de choses, monsieur Dash. Juste par catégorie. Il y avait les télégrammes vietnamiens que j'avais montrés à monsieur Colson, monsieur Conin et monsieur Lambert. Des documents en rapport avec le projet Gemstone. Des retranscriptions de mes conversations avec monsieur Clifton DeMott, par exemple. Il y avait beaucoup d'autres dossiers, dont certains m'ont été présentés au cours de mon procès, après que le contenu de mon coffre a été donné à la justice. Mais je ne réponds peut-être pas bien à la question. Si. L'attaché-caisse de McCord contenant l'équipement électronique s'y trouvait-il également? Oui, il était là. Ce jour-là, avez-vous dit à quelqu'un ce que contenait votre coffre? Oui. À qui? À la secrétaire de monsieur Colson. Comment s'appelle-t-elle? Madame John Hall. Avez-vous dit quoi que ce soit sur le contenu du coffre? Oui, effectivement. Qu'avez-vous dit? Avant de quitter définitivement la Maison-Blanche, je suis passé au bureau de monsieur Colson. Non pas pour le voir, mais pour dire à Madame Hall que le coffre contenait des documents sensibles, car je savais qu'elle en connaissait la combinaison.
Je lui ai juste dit, je veux que vous sachiez que le coffre est plein. Durant cette période, avez-vous été en contact avec M. Liddy? Quelle période? Juste après le cambriolage, autour du 19 juin. Oui, effectivement. Que vous a-t-il dit? Il m'a téléphoné le 19, en milieu de journée, à mon bureau, en disant qu'il devait me voir immédiatement. Nous nous sommes retrouvés au coin d'un bâtiment qui, je crois, est au croisement de la 17e avenue et de Pennsylvania. Nous avons fait le tour du quartier en parlant, et il m'a dit que je devais quitter la ville, qu'il voulait que je quitte la ville. A-t-il dit qui étaient ces « ils » ? Non, pas cette fois. Cet ordre a toutefois été ensuite annulé. C'est ce qu'il m'a dit. Vous avez pourtant bien quitté Washington, n'est-ce pas? Oui. Avez-vous fini par aller en Californie? Oui. Merci, je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. Nous avons entendu votre témoignage sur le déroulement de l'effraction dans le Watergate. Corrigez-moi si je me trompe. Fred Thompson est l'homologue républicain du conseiller Dash. Ces questions sont répétitives mais précises. Qui avait la responsabilité de l'opération du Watergate? Je crois que M. McCord a placé du scotch sur la serrure pour bloquer la porte, puis en revenant s'est aperçu que le scotch avait été enlevé. Il y a eu une discussion pour savoir s'il convenait toujours d'entrer ou non dans l'immeuble. Vous rappelez-vous cette discussion entre vous, M. Liddy, M. McCord et les Cubains? Oui, monsieur. Pouvez-vous nous la raconter de votre mieux? Monsieur McCord nous a rejoints dans la chambre 214, qui est donc dans l'hôtel Watergate, et dit qu'il avait placé du scotch sur les portes du sous-sol de l'immeuble du Watergate. Juste avant de venir nous voir, il s'était rendu compte que le scotch avait été enlevé. Il en a alors placé à nouveau. Je lui ai demandé pourquoi il en avait remis, et il m'a dit qu'il avait remarqué à côté de la porte une grosse pile de sacs postaux, et pensait que c'était le facteur qui avait enlevé le scotch en quittant les bureaux. Il vous a dit qu'il avait déjà remis du scotch sur la porte? Oui, effectivement. J'ai alors dit « laissons tomber », c'est-à-dire « abandonnons l'opération ». Après discussion, M. Liddy et M. McCord ont décidé de continuer. Avez-vous entendu cette conversation? Je m'étais éloigné. Et si je me rappelle bien, je me trouvais près de la fenêtre. Je trouvais que c'était de la folie de continuer. Je dois ajouter que cela faisait 3 jours que je m'opposais en vain à M. Liddy pour faire annuler cette seconde effraction. Pourquoi? J'avais appris, grâce au rapport de M. McCord, que M. O'Brien avait déménagé et qu'il y avait eu un énorme mouvement de livres, dossiers, appelez ça comme vous voulez, des bureaux du Watergate vers les bureaux de la Convention de Miami. Je pensais alors que l'oiseau s'était envolé. Avez-vous entendu des bribes de la conversation permettant de savoir qui a pris la décision finale ou qui était pour ou contre la seconde effraction? Je pense que M. Liddy et M. McCord ont pris cette décision d'un commun accord. Pour quelle raison et par qui le scotch avait été retiré selon McCord? Il a dit avoir vu une pile de sacs postaux juste à côté de la porte. En quittant le bâtiment, le postier avait certainement remarqué le scotch et l'avait enlevé. M. McCord était persuadé que c'était un simple hasard. Sur ce, il a remis du scotch. Il est monté nous voir et a dit « Je suis prêt, allons-y ». Comment a-t-il pu ouvrir la porte de l'extérieur pour remettre le scotch? Je n'en sais rien.
Au regard de cet incident, qui était responsable des différentes opérations cette nuit-là au petit matin du 17 juin 1972 ? Les responsabilités étaient identiques à celles du cambriolage précédent, le 27 mai. J'étais donc chargé de l'ensemble de l'opération. J'en avais prévu la date et, avec l'aide de McCord, supervisé les préparatifs, puis mis au point le déroulement. McCord était responsable de la partie électronique, dont j'ignore les aspects. Mon équipe, les 4 hommes de Miami, devait photographier les documents se rapportant à notre enquête pendant que McCord s'occupait de l'électronique. Pensiez-vous que ce cambriolage était une opération légitime du gouvernement ? Excusez-moi. Oui, si on mesure dans quel contexte la nécessité de ce cambriolage m'a été présentée. Monsieur Hunt, je voudrais en venir à ce que vous pensiez alors de l'étendue des droits du ministre de la Justice. Tout ce qu'il décidait de faire n'était pas forcément légitime, que le président ait ou non donné son accord. Je me demande quelle justification vous aviez en tête pour accepter de participer à un plan dirigé contre un parti d'opposition une année d'élection présidentielle. Je peux seulement vous répondre ceci, Monsieur Thompson. Après avoir passé 21 années au service de la CIA, à obéir sans poser aucune question, et encore avant 5 années dans l'armée à suivre les ordres sans poser de questions, il ne m'est jamais venu à l'idée de contester la légalité ou la pertinence de tout ordre provenant du ministre de la Justice des États-Unis. Howard Hunt, le pilier de l'équipe des plombiers, a eu sa part dans l'échec du Watergate par son manque de professionnalisme. N'avait-il pas donné à tous les cambrioleurs des noms repris des romans d'espionnage qu'il écrivait par ailleurs ? Contrairement à son complice Gordon Liddy, il a collaboré avec la justice et n'a finalement passé que 33 mois en prison, inculpé de cambriolage, association de malfaiteurs et écoutes illégales. Il vit aujourd'hui en Floride. Les accusations de Hunt seront-elles corroborées par les témoins suivants ? Richard Kleindienst, ancien ministre de la Justice, considéré comme innocent et surtout interrogé sur des points de doctrine. Le droit du public de savoir est plus important que les droits des individus poursuivis. Frédéric Larue, assistant de John Mitchell, a aidé à étouffer l'affaire et il fait partie des rares qui plaident coupables. Vous avez plaidé coupable d'association de malfaiteurs et d'obstruction à la justice. C'est exact. Le conseiller Dash et les sénateurs essaient de lui soutirer un maximum d'informations. Quand est-ce qu'il a commencé à étouffer l'affaire ? Qui prenait les décisions ?